La loi de l'attraction, c'est fait pour le stage numéro 2. Tu sais, c'est là où tu reprends ton pouvoir. Et dans cette phase, tu te rends compte que tu peux avoir, être et faire tout ce que tu veux en utilisant des techniques de la loi d'attraction. Mais quand tu progresses au stage suivant, tu te rends compte que les intentions sont des limitations. Salut à tous, c'est Parfait, en direct du bureau. Je viens de finir la voix off francophone de ma discussion avec Joe Vitale, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, Joe Vitale, c'est une star du film Le Secret. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître en masse, on va dire. Le Secret, c'est un film sur la loi de l'attraction, si vous avez jamais vu ça. Et c'est le plus gros film de l'histoire de la loi de l'attraction qui a permis à tout un tas de gens de changer leur vie et de vraiment découvrir ce concept. Et donc là, j'ai reçu Joe Vitale, mais comme c'est en anglais et qu'il y en a beaucoup en France qui ne savent pas parler anglais, je me suis dit, c'est quoi? Je vais vous faire une voix off. Et j'ai fait la voix off. Et comme je voulais la faire bien, ça m'a pris un temps fou. Donc juste avant de lancer la conversation, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me permettre de vous demander un petit truc en échange. Ça serait de vous abonner, de mettre un gros pouce bleu là-dessus, de regarder ça jusqu'au bout parce que vraiment, vous allez apprendre des trucs du début à la fin. Donc kiffez bien, changez votre vie avec ça et faites-moi péter les scores s'il vous plaît là. Et là, on pète les scores. On se retrouve à la fin dans les commentaires que j'adore lire à chaque fois. Donc voilà, profitez bien, prenez des notes et on se retrouve très vite. Bienvenue Joe dans le Parfait Show. Hey, content d'être là, j'attendais ça avec impatience. Je suis très content de t'avoir ici aujourd'hui. La première chose, d'où vient ce surnom Mr. Fire? Voilà une bonne question. Ah, il y a environ 25 ans, il y avait cette femme que je voyais à l'époque, et elle m'a appelé d'elle-même Mr. Fire. Vraiment. Oui, je lui ai demandé pourquoi tu m'appelles Mr. Fire? Et elle m'a dit parce que tu allumes un feu chez tous ceux à qui tu t'adresses. Tu es toujours en train d'essayer de les inspirer, de les encourager. Donc elle m'a dit, tu es Mr. Fire. Et le nom est resté. Le nom est resté, hein? Incroyable. Oui. J'ai même nommé mon site internet Mr. Fire à l'époque, dans les années 90. Waouh! D'ailleurs, est-ce que c'est depuis les années 90 que tu as commencé avec toutes ces histoires de loi de l'attraction? Ah non, ça a commencé bien avant ça. Je suis accro aux livres, donc j'ai lu des livres depuis très longtemps. Et quand j'étais SDF, dans les fins 1970, au Dallas, Texas, je vivais dans les bibliothèques municipales. Et je lisais des livres de développement personnel, incluant des vieux livres des années 1800 sur la loi de l'attraction, bien sûr, Penser et devenir riche de Napoleon Hill, Dale Carnegie, tout ça, ça revient à longtemps. Et je tâtonnais un petit peu ma vie à l'époque. Waouh! Donc, attends, t'as découvert la loi de l'attraction pendant que t'étais SDF en train de vivre dans une bibliothèque? Oui, waouh! C'est incroyable! Mais est-ce que c'était un mouvement inspiré où tu t'es dit, je sais pas, je vais regarder toute la bibliothèque et c'est ça que je veux lire? Ou t'avais déjà entendu parler de la loi de l'attraction avant? Ah, j'adore cette question. Je suis vraiment guidé par l'inspiration. Donc, il y a eu des moments où j'aurais pu rentrer dans une bibliothèque ou un magasin de livres et j'avais l'impression qu'il y avait une lumière sur un livre. Vraiment. Oui, pourtant il n'y a pas de lumière nulle part, tu peux regarder à côté, il n'y a rien. Mais quelque part, magiquement, métaphysiquement, ésotériquement, un livre aurait une lumière sur lui. Et je me disais direct, ah ben, faut que je lise celui-là, j'allais le sortir de la bibliothèque, et il s'avérait que ce livre allait changer ma vie. Donc oui, j'ai été guidé par cette espèce de main invisible, même pendant les années difficiles. Waouh! Attends, une lumière. Tu voyais une lumière sur le livre. C'est exactement comme ça que je le ressentais. Tu sais quoi? Je vais te dire une histoire. Quand j'étais à l'université, Kent State University, de 1972 à 1976, et je suis allé à un magasin de livres qui était un vieux bar des années 1800 qui avait été transformé en un magasin de livres. Et donc, c'était un vieux magasin, mais je suis rentré et je cherchais un livre, mais j'arrivais pas à le trouver, donc je me suis retourné, j'étais un peu frustré, et en marchant vers la porte de sortie, alors que tous les livres étaient, tu sais, un peu flous, quoi, il y avait un livre sur ma gauche qui avait cette espèce de lumière de Dieu, une espèce de lumière dessus. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'y suis allé, j'ai regardé, j'ai sorti, et c'était un livre qui s'appelait Martin Eden, de Jack London. Et je te jure, ce livre a changé ma vie pour toujours. De quoi ça parlait? Martin Eden, c'est un roman connu qui parle d'un homme qui veut devenir un écrivain. Et il galère pour devenir écrivain. Il a tout un tas de hauts et de bas, et de galères, quoi. Il réussit à devenir écrivain, mais il est malheureux et il se suicide. C'est un roman très, très puissant. Et quand je l'ai lu, ça m'a inspiré à devenir auteur moi aussi, en laissant la partie suicide de côté, évidemment. Bien sûr, bien sûr.
Mais tu vois, il y avait une lumière. Et c'était je sais pas, une lumière invisible de Dieu, j'imagine. Voilà, donc jusque-là, t'avais jamais pensé à devenir auteur ou écrire des livres ou tout ça? J'ai rêvé d'être un auteur. Je voulais devenir auteur quand j'avais 16 ans. Mais je savais pas comment ça allait se passer, je savais pas quand ça allait se passer, je savais même pas quel type d'auteur je voulais devenir. Je pensais que j'allais écrire des romans, je pensais que j'allais écrire des pièces de théâtre. J'étais magicien quand j'étais enfant. Et j'ai inventé quelques tours de magie. Et j'ai écrit sur le sujet de comment faire ces tours de magie. Mais jamais j'aurais imaginé me retrouver dans la catégorie de développement personnel ou de spiritualité. Jamais j'aurais pensé que j'aurais même écrit des livres de business. Et aujourd'hui, j'ai écrit près de 80 livres quand même. C'est-à-dire que même moi, je suis impressionné. J'avoue, c'est incroyable. Et en regardant en arrière, jamais j'aurais pensé qu'il y aurait des livres de développement personnel, de business, de spiritualité, de marketing, de métaphysique. Je savais rien de tout ça, mais je voulais écrire. Ça, je voulais écrire. Et qu'est-ce que tu faisais? D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé parce que quand je t'ai entendu parler de toute cette histoire d'être SDF et que tu es devenu SDF et que tu as découvert la loi de l'attraction et que tu t'es servi de ce stylo pour, tu sais, et je me suis toujours demandé, en fait c'est toujours un truc que je me suis demandé, c'est comment est-ce que les gens deviennent SDF en fait? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier que tu as traversé pour... Enfin, comment ça s'est passé? Ça aussi, c'est une bonne question parce que la plupart des gens pensent que tu fais quelque chose qui va te détruire. Tu sais, tu bois de l'alcool, tu te drogues, tu vas au casino et que quelque part, toi-même, tu te détruis. Mais j'étais rien de tout ça. Je voulais devenir un auteur. Je poursuivais mon rêve de devenir auteur. Et sur le chemin, j'essayais de trouver des moyens de gagner de l'argent. J'ai grandi en travaillant. Mon père me mettait sur les chemins de fer déjà quand j'avais 5 ans. À 5 ans, je travaillais déjà dur. Et il me payait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je travaillais dur, j'étais récompensé pour ça. Donc, j'ai jamais été effrayé par le fait de travailler dur. J'ai fait ça depuis que j'ai 5 ans. Et donc, quand je suis arrivé dans ma vingtaine, je savais qu'à partir du moment où je pouvais travailler dur, je pouvais économiser cet argent et ensuite aller dans une espèce d'année sabbatique. Donc, j'ai travaillé pour les chemins de fer tout un été. J'ai économisé tout cet argent et ensuite, je suis allé au Texas. Je suis de Ohio à la base. Et quand j'étais au Texas, j'ai entendu parler de ces gens qui créaient des pipelines de pétrole et de gaz en Alaska et au Moyen-Orient. Rappelle-toi, c'était les années 1970. Et ils payaient un truc du genre 70 $ par heure, ce qui était comme si tu gagnais au loto à l'époque. 70 balles par heure, tu te fous de moi en 1970? Et donc je pensais, si jamais j'ai ce travail-là, et que je fais 70 balles par heure, que je travaille pendant quelques mois ou même une année, je pourrais mettre plein d'argent de côté, et donc là, je prendrais une année sabbatique pour aller me concentrer sur mon écriture. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai économisé tout l'argent que j'avais, je suis allé vers une société qui me promettait de me trouver un job, là-bas en fait. Je leur ai donné tout mon argent. Et ils l'ont pris et ils se sont barrés en courant. Donc non seulement ils ont pris mon argent et ils se sont barrés en courant, mais en plus de ça, la société à qui j'ai donné du coup l'argent pour qu'ils puissent me permettre de gagner plus d'argent pour aller en sabbatique pour écrire, ils ont fait faillite. Et c'était avant l'époque d'Internet, donc c'était très difficile de trouver des informations, mais j'ai retrouvé du coup le patron de cette entreprise et il s'était suicidé. Donc, j'étais quelque part dans un cul-de-sac, j'avais pas de travail, j'avais pas d'argent, je pouvais pas aller à la société parce que la société avait fait faillite, et je pouvais pas aller vers le gérant de la société parce qu'il s'est suicidé. Donc voilà, en très peu de temps, je me suis retrouvé à la rue. Et donc, j'ai appris que ce n'était pas rare du tout. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui SDF et qui le sont à cause d'un moment de malchance, en fait. Ils vont probablement pas y rester, mais ils pourraient y être actuellement parce qu'ils se sont fait virer, ou peut-être qu'ils ont un problème d'assurance, ou alors qu'ils n'avaient même pas d'assurance santé et se sont retrouvés avec une grosse facture. Donc voilà ce que c'était pour moi en tout cas. Et d'ailleurs, ça me rappelle un bon sujet que je voulais ramener, c'était qu'est-ce qui s'est passé chez toi pour que tu aies envie de sortir de cette situation en fait? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont tomber dans la mentalité de victime et qui vont même pas vouloir en fait se sortir de là. Ils vont juste attendre la mort en gros. Donc qu'est-ce qui s'est passé chez toi pour que tu veuilles sortir de là? Tu sais, on m'a déjà posé cette question et c'est vrai que ça vaut le coup de regarder de plus près parce que j'ai été suicidaire. J'ai raconté cette histoire largement que j'avais un fusil à pompe à la maison, que j'avais chargé d'ailleurs. Je l'ai chargé et j'ai tiré pour être sûr que ça marchait et la prochaine cartouche aurait été sur moi. Et je me souviens de ce moment même aujourd'hui, alors que c'était il y a
bientôt 50 ans de ça. Et la chose qui m'a stoppé, c'était la curiosité. J'ai toujours pensé, je continue de penser, et si demain c'était le moment? Et si la semaine prochaine c'était le moment? Et si le mois prochain c'était le moment? Et si l'année prochaine c'était le moment? Et que j'arrêtais tout maintenant. Et j'ai été curieux, je me suis dit, je fais tout ce qu'il faut, je suis persistant, j'écris, j'essaye, je lis les livres, j'applique ce que j'apprends. Et encore, il n'y a pas de mentor à l'époque, il n'y a pas de coach, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de tout ça. Mais je suis là, je suis dans la bataille, je fais ce qu'il faut. Je travaille. Et j'ai continué de penser, et si le soleil se levait demain? Et c'est pour ça que j'ai pas appuyé sur la gâchette. J'ai bien sûr eu beaucoup de jours difficiles et beaucoup de galères encore, mais je l'ai pas fait. Et Dieu merci parce que aujourd'hui, quand je regarde ma carrière, si je regarde en arrière, il y a tout un tas de trucs, mais inimaginables, qui se sont passés. 2 relations à long terme, une carrière qui a impressionné tout le monde, moi inclus, 80 et quelques livres, un musicien avec plus de 15 albums, je suis dans Le Secret, dans 17 autres films. J'ai joué en tant qu'acteur dans un film qui est qui est partout dans le monde. J'ai voyagé partout dans le monde dans des pays dont je ne connaissais même pas l'existence. Et apparemment, j'ai aussi touché tout un tas de vies. J'aurais raté tout ça. J'aurais tout raté si j'avais appuyé sur la gâchette il y a 50 ans. Et donc je me rappelle penser à l'époque, et si tout changeait demain? Donc c'est la curiosité et l'espoir qui m'ont permis d'avancer un jour à la fois. Et est-ce que cet espoir t'a été transmis peut-être à un jeune âge par ton père ou quelque chose comme ça? Non? Non, j'adore tes questions et la vérité c'est que non. Il n'y a personne dans ma famille qui m'a poussé, tu vois, surtout en tant qu'écrivain d'ailleurs. Mon père était un marine, c'était un fighter, c'était quelqu'un de très macho, tu sais, très testostérone. Il adorait travailler, il adorait les activités bien physiques. Et comme je t'ai dit, il m'avait mis sur le chemin de fer quand j'avais 5 ans, quand j'étais un enfant. Et bien sûr, à 5 ans, tu fais pas grand-chose. Mais il me faisait revenir et donc j'ai travaillé là-bas pendant des années. Et donc, ses encouragements à lui étaient de faire en sorte que je travaille comme lui, en fait, que je travaille comme ça. Il vient de cette génération où il a appris que ton meilleur ami, finalement, c'est le dollar que tu as dans ta poche. Et que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est travailler et avoir un job. Mais ce n'était pas ma façon de penser. Et donc, je n'avais pas de soutien de ma famille, j'étais même l'intrus, en fait. J'ai 2 frères et sœurs, aujourd'hui mes parents sont partis, mais ils sont tous venus de cette espèce de mentalité de l'ancien monde. Et d'ailleurs, ceux qui sont toujours en vie aujourd'hui pensent encore comme ça. Je suis le seul qui soit sorti de ce schéma-là, et je l'ai fait grâce aux livres que j'ai lus, je l'ai fait parce que j'ai cru en moi, parce que j'ai misé sur moi, et bien sûr, je suis passé par la nuit obscure de l'âme, et rien de tout ça n'était facile. Et d'ailleurs, c'était même pas la nuit obscure de l'âme, c'était les décennies obscures de l'âme, avant que les choses commencent à fonctionner en fait. Mais je dirais que cet espoir et cet encouragement venaient initialement de moi. Bon, c'est super. Et tu as lu tous ces livres à travers ta vie, et c'est une question que j'adorais te poser, c'est que combien de livres tu penses avoir lus jusqu'à présent? Il y a pas, je peux pas te dire. Bien sûr, j'ai commencé par lire dans les bibliothèques nationales et Dieu merci pour les bibliothèques nationales parce que quel trésor ça a été pour moi et tout un tas d'autres personnes. Donc j'allais à la bibliothèque en grandissant, j'étais dans une petite ville d'Ohio et il y avait une bibliothèque incroyable, très jolie, elle y est toujours d'ailleurs. Et bien sûr, au fur et à mesure que je commençais à gagner de l'argent et à me faire un nom, je me suis acheté mes propres bibliothèques. Là, tu vois des livres derrière moi, mais j'ai des livres tout autour de moi, j'ai des livres dans d'autres bureaux, j'ai une autre maison qui est d'ailleurs pleine de livres. Et après, j'ai donné des livres, j'en ai donné des centaines, si c'est pas des milliers, depuis que j'ai commencé. Donc, je sais même pas comment imaginer la réponse, en fait. Tu sais, il y a ce jeu, surtout dans les cirques, en fait. Tu sais, il y a une espèce de gros bocal plein d'M&M's et ils vont te dire, devine combien il y a d'M&M's. Et si tu y arrives, tu peux gagner le cadeau, tu sais, mais tu peux jamais deviner, c'est pas possible. Donc, je peux pas deviner combien j'ai lu de livres, en fait. C'est pas possible, il y en a trop. Ok, alors disons que t'en as lu, allez, des milliers ou au moins des centaines, ok? Bon. Quels sont les meilleurs livres qui viennent comme ça à l'esprit que tu penses que tout le monde devrait lire au moins une fois? Alors ça, je vais te dire, c'est une question facile. Parce que j'ai beau lire beaucoup,
Il y a très peu de livres qui vont sortir du lot et les livres qui vont changer ta vie, tu sais, qui devraient être lus et relus encore, des livres qui vont vivre pour toujours. Et donc j'ai une poignée de livres qui m'ont profondément influencé et qui ont aussi influencé énormément de personnes. Alors pour moi, un des plus gros était La magie de croire de Claude Bristol. La magie de croire est sortie dans les années 1950 et est toujours disponible aujourd'hui d'ailleurs. Il y a une version audio qui est super sympa, qui est éditée d'ailleurs et qui est encore plus simple à comprendre. Parce que dans les années 1950, il avait écrit le bouquin d'une façon, tu sais, très dominée par l'homme et il prenait beaucoup plus de temps pour aller droit au but. Mais toute l'idée est, si tu peux le croire, si tu peux vraiment croire en ce que tu veux pour toi ou pour quelqu'un d'autre, alors tu peux le créer. Tu peux vraiment faire en sorte que ça se passe, si tu y crois. Et ce livre s'appelle La magie de croire de Claude Bristol. J'adore toujours ce livre et d'ailleurs, un des trucs cool dans ma vie aujourd'hui, c'est que j'ai même des versions autographiées dans ma collection. Et c'est époustouflant même pour moi parce que quand j'ai lu ce livre, quand j'étais enfant, je crois que j'avais 16 ans, j'étais en admiration sur ce livre. Juste la possibilité de croire. Si je crois en ce que je veux, je peux vraiment l'avoir. C'était incroyable. Et aujourd'hui, bien sûr, j'ai des versions autographiées du livre. Donc c'est encore plus époustouflant. Il y avait ce roman aussi qui s'appelait The Book of Est de Luke Reinhardt. The Book of Est, E-S-T. Est était un programme de développement personnel qui avait explosé dans les années 1970. Et le livre est une version romancée de ce fameux programme de développement personnel qui était d'ailleurs très controversé car il te rentrait dedans en fait. C'était une approche très rentre-dedans pour t'aider à changer. Ça te montrait du doigt que la vie que tu vis maintenant est à quelque chose près 100% ta responsabilité. Et que là où tu en es n'a rien à voir avec tes parents, ou ta famille, ou tes voisins. Rien de tout ça, ça a tout à voir avec toi. Et le livre te met dans cette expérience sans que tu aies besoin d'être dans la pièce du séminaire. C'est hypnotisant. J'adore tellement ce livre que plusieurs années après, quand le livre a arrêté d'être publié, j'ai trouvé l'auteur et j'ai republié le livre moi-même. Quoi? Oui, je l'ai fait, oui. Et c'est sur Amazon, le Book of Est, E-S-T, de Luke Reinhardt. Je crois que j'ai même écrit la préface. Donc voilà un autre livre. Maintenant, un troisième livre qui est plus orienté business, mais qui a changé ma vie, c'est le livre des lettres de Robert Collier. Robert Collier était un auteur métaphysique, mais il était aussi un professionnel de la publicité. Il écrit des lettres de vente. Et il a écrit quelques-unes des meilleures pages de vente de tous les temps, et quelques jours avant sa mort, il a fini le livre appelé le livre des lettres de Robert Collier, qui était son encyclopédie des lettres de vente et ses tutoriels de comment écrire ce type de lettres. Et je jure que ça a changé ma vie, mes écrits sont devenus plus captivants, plus accrocheurs, plus hypnotiques, grâce au livre des lettres de Robert Collier. Donc voilà pour Robert Collier. Je vais donner un livre de plus parce que j'adore les livres. J'adore les livres. Le Psycho-cybernétique de Maxwell Maltz. Psycho-cybernétique. Tu sais, je l'ai relu récemment. Il y a une version reliée en cuir disponible sur Amazon et c'est pas très cher d'ailleurs. Je crois que c'est 15 ou 20 $. C'est relié en doré, tout ça. Oui, je l'ai acheté parce que je voulais le relire. Je l'ai lu dans les années 70, je crois, et je me souviens avoir été vraiment impacté par ce livre. Et donc, je l'ai relu. Et en le relisant, je me suis dit, mon Dieu, c'est genre le seul livre dont tu as besoin. Si tu lis Psycho-cybernétique du début à la fin, et que tu portes attention à ce qu'il dit, à peu près tout ce qui touche au développement personnel, les pensées, la loi de l'attraction, la croyance, manifester ce que tu veux, la visualisation, tout y est. Et au final, on en revient toujours à l'identité. Oui, et ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que cette identité, on l'a créée, absolument. On a déjà créé une identité inconsciemment. Mais maintenant, grâce au livre, ou grâce à ce que toi tu fais avec des programmes comme ça, tu peux devenir conscient de tes choix. Tu peux prendre conscience de ton identité et te dire, tu sais quoi? Je crois que je vais transformer ça en quelque chose d'autre.
Et tu peux le faire avec une intention posée consciemment. Mais psychocybernétique, je peux pas en dire assez de bonnes choses, j'encourage tout le monde. Je veux dire, tout ce dont on parle là tout de suite, même mes livres. Va lire Psychocybernétique de Maxwell Maltz. D'ailleurs, il y aura des liens dans la description, donc pas de panique tout le monde. Vous pouvez checker les liens de tous les bouquins dans la description très facilement. D'ailleurs, parlons de l'identité et de cette identité qu'on se crée parce que pour la plupart des gens, et je faisais partie d'ailleurs de ce groupe il n'y a pas si longtemps, où on s'identifie à nos pensées, à notre expérience, à notre passé, et on ne sait pas vraiment qui on est, parce qu'on pense qu'on est justement tout ça, notre nom, nos pensées, tout ça. Et donc, c'est seulement quand tu te rends compte que tu n'es rien de tout ça, que tu peux enfin te séparer des choses qui ne te servent plus. Mais comment est-ce que tu fais ça? Quel est le meilleur moyen pour... Premièrement, qui penses-tu qu'on est en tant qu'être humain? Quelle est notre nature? Et ensuite, comment est-ce que tu vas choisir tes pensées alors que les anciennes veulent toujours se pointer? Ce sont de grosses questions et mon esprit veut me faire prendre plusieurs routes. Je veux être le plus clair et le plus compréhensible que je puisse l'être. Donc la première chose que je veux dire est qu'on doit avoir conscience que nous ne sommes pas nos pensées. Nous ne sommes pas nos pensées. Pour la plupart des gens, ça peut être un choc. Peut-être que c'est la première fois qu'ils entendent ça. Il y a un livre de Jeffrey Schwartz appelé « Tu n'es pas ton cerveau ». Et toute l'idée est qu'il y a un aspect de toi qui peut être témoin de tes pensées et un aspect de toi qui peut reprogrammer ton propre cerveau. Et c'est vrai qu'au début, encore une fois, ça peut paraître bizarre. Comment est-ce que c'est même possible? Parce que la plupart de nous sommes clairement identifiés à nos pensées et notre corps. Donc on pense que tout ce qui nous définit finalement, c'est nos pensées et notre corps. Mais pour aller plus loin, et ça va répondre à une de tes questions, il s'avère que nous sommes ce que j'appelle le témoin à l'intérieur. Dans certaines traditions spirituelles, ils appellent ça l'observateur ou encore l'âme. Mais il y a une partie de nous, j'ai écrit un livre appelé Le cours de l'éveil. Et j'ai un programme audio du même nom et un programme en ligne appelé le Nouvel Éveil. Et tout le but de tout ça, c'est d'amener les gens au point de réalisation que nous ne sommes pas nos pensées. Nous sommes quelque chose qui peut les observer. Nous ne sommes pas notre corps. On est dans le corps, on peut diagnostiquer le corps, on peut l'observer, mais on n'est pas le corps. On n'est pas nos émotions. On peut les décrire, on peut clairement être bouleversé par nos émotions, et on peut aussi se tenir de façon stoïque, séparé des émotions, et donc les observer aussi. Donc, si on n'est pas nos pensées, si on n'est pas nos émotions, si on n'est pas notre corps, alors qui on est? Et donc, j'utilise la phrase « le témoin ». Et voilà le moment où ça devient encore plus intéressant. Quand je fais ça en tant qu'une espèce de méditation, et que je vais à l'intérieur de moi-même et que je regarde du coup le monde extérieur depuis la perspective du témoin, ce témoin qu'il y a en moi est le même témoin qu'il y a en toi. C'est ce que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que c'est vraiment ça? Oui! Et c'est le même témoin chez tout le monde. La plupart d'entre nous, qui sait, sûrement la grande majorité du monde, ne sait pas ça. Parce qu'ils sont séparés de leurs témoins. Ils sont pris, en fait, dans ce qu'ils pensent être leur identité. Il y a ce nouveau livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et j'adore ce bouquin. Je le classerai sûrement dans mon top 5, top 10 des meilleurs livres de tous les temps. Et c'est tout nouveau, et ça s'appelle « La personnalité n'est pas permanente ». La personnalité n'est pas permanente. Et donc, tout le livre tourne autour de l'idée que peu importe qui tu crois être, peu importe comment tu décris ton identité, comment tu te décris toi-même, tout ça, ça a été créé par toi-même, basé sur des choix du passé. Si tu veux créer quelque chose de nouveau, une nouvelle identité, une nouvelle personnalité, une nouvelle personne, tu as toute la liberté de le faire. Et ça commence par imaginer ton toi du futur, et visualiser cette personne, vraiment croire en ça, et visualiser les choix, et prendre les choix de cette personne maintenant. Mais tout ça, c'est pour dire, tu es un être spirituel à l'intérieur d'un costume matériel, on va dire.
Et donc, on a cette expérience matérielle, mais tu n'as pas besoin d'être piégé par ça, parce que justement, cette expérience matérielle qu'on a est animée par la vraie nature qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est une conversation amusante, mais honnêtement, je ne sais pas ce que les gens pensent maintenant. Bah, t'inquiète pas pour ça, ils vont comprendre. Ils vont comprendre, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je trouve qu'on partage pas assez ce genre de conversation, alors que j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus ouverts à réaliser et à comprendre et à écouter, tu vois, à ce genre de conversation. Et j'ai l'impression que la conscience commune, tu sais, la fréquence de la conscience commune augmente. Et j'adore qu'on puisse avoir ce genre de conversation de façon ouverte. Maintenant, juste, on revient à tout ça un petit peu. Comment est-ce que tu sais que c'est pas juste toute une histoire de ton esprit, tu sais, tout ça là? Si ça a un peu de sens ce que je viens de dire. Comment tu sais que c'est pas ton esprit qui te dit quoi? Que tu es justement un être spirituel qui vit une expérience physique. Comment est-ce que tu sais que c'est pas juste un autre concept, tu sais, que ton cerveau a créé en fait? Oui, bah écoute, encore une super question et la première réponse qui me vient, c'est que tu sais pas. Tu ne sais pas. C'est quoi? C'est une super question d'ailleurs, parce que si tu entends encore cette voix qui te dit, oh, tu sais, t'es un être spirituel à l'intérieur d'une... Voilà. Tu es encore en train d'écouter une personne, si tu veux. T'écoutes encore un... En psychologie, on appelle ça les différentes parties, les différents aspects. Et ce que ça dit, c'est que tu n'es pas juste une personnalité, mais tu as plusieurs parties de différentes personnalités. Un bon exemple de ça, c'est que quand tu vas rencontrer différentes personnes, tu vas souvent agir différemment en fonction des gens avec qui tu interagis, en fait. Ils prennent un petit peu de toi, tu prends un petit peu d'eux, tu sais, il y a une espèce d'effet miroir. Et donc, c'est différentes parties de personnalité. Donc, c'est cette théorie de parties là qui se passe. Et il y a d'ailleurs un ego spirituel. L'ego spirituel, c'est celui qui dit tu sais, t'es pas comme tous les autres, tu sais. Tu es conscient, tu vois, tu es conscient du témoin à l'intérieur. Eux, ils savent pas. Donc toi, t'es au-dessus d'eux, tu vois, t'es plus loin qu'eux. Et ça, c'est juste un ego spirituel. Et cet ego spirituel, comme toute autre partie de personnalité d'ailleurs, t'éloigne de ta vraie essence. Donc, qu'est-ce que c'est que cette essence, justement? J'ai écrit un livre qui s'appelle Zéro Limits. Et je pense que cette fameuse essence, c'est zéro. Il n'y a pas de pensée là-bas. Je pense que c'est une telle harmonisation avec la divinité, avec Dieu, avec, tu sais, le grand quelque chose. Joseph Campbell appelle ça le grand mystère. Il y a une telle harmonisation que tu n'as pas le genre de pensée dont nous sommes en train de parler là, même maintenant. Il s'agit plus d'être, la neutralité du silence. Ok, je vais le dire aussi d'une façon un peu différente parce que j'adore cette interaction et j'adore les questions que tu poses parce qu'il y a une certaine pureté, une innocence et de la sagesse à ton flow et j'adore ça. Dans le cours de l'éveil, je dis qu'il y a 4 stages de l'éveil. Le premier, c'est la victimisation, et la grande majorité des gens sont bloqués là-dedans. C'est là qu'ils blâment, c'est là que, tu sais, ils repoussent la responsabilité de tout, ils ne savent jamais de leur faute, parce que c'est des victimes. Mais à un moment donné, tu vas quitter ce stage, parce que peut-être tu as vu un film comme Le Secret, ou tu as lu un livre par moi-même ou quelqu'un d'autre, et tu quittes la victimisation direction « je reprends mon pouvoir ». Et à ce stage, tu te sens très très bien parce que maintenant tu te sens comme Superman ou Superwoman, tu sais, je peux avoir, faire et être tout ce que je veux maintenant. Et tu vas frapper ton torse et tu vas être là « je veux ça, je veux ça ». Et tu y vas et tu commences à accomplir, tu vois. Et c'est incroyable, c'est super, c'est génial, c'est fantastique. Par contre, c'est seulement le stage 2. À un moment donné, quelque chose va se passer dans ta vie. Ça peut être une maladie, ça peut être la mort de quelqu'un, ça peut être une pandémie. Dans ma propre vie, les 2 dernières années ont été les plus dures de toute ma vie, incluant les parties SDF. Les 2 dernières années ont inclus la mort de mon père, la tentative de suicide d'un membre proche de la famille, la mort de mon meilleur ami,
J'ai lancé un divorce et je suis toujours dans cette guerre d'ailleurs. C'était censé être facile et sans effort, mais depuis c'est une persécution de l'enfer. Et ma nouvelle compagne a développé une maladie qu'il a mis sur son lit de mort au début de notre relation. Donc, à un moment donné dans la vie, tu te rends compte que tu n'es pas en contrôle. Tu n'as pas tout le contrôle. Et donc, tu dois abandonner. C'est le troisième stage, l'abandon. Et il ne s'agit pas d'ailleurs d'un abandon négatif où maintenant, ça y est, tu te couches dans ton lit et tu joues aux morts et ça y est, maintenant tu es une victime encore. Non, non. Il s'agit d'un abandon qui va te redonner ton pouvoir. C'est là que tu vas joindre tes forces à celles de l'univers, à celles de la divinité. Et tu réalises que, tu sais quoi? Visiblement, c'est pas moi qui décide de tout, donc laisse-moi m'allier avec cette force qui décide, et je serai largement plus puissant que si c'était moi contre l'univers. Et ensuite, bien sûr, on n'est pas fini, parce que ça, c'est le stage 3. Mais le stage 4, et c'est là où je voulais aller depuis le départ, c'est quand ton ego s'évapore et que tu ne fais plus qu'un avec la divinité, avec le flow. Tu deviens zéro. Et à travers ce moment d'éveil, tu vis et tu respires en tant que Dieu. Donc, c'est pas toi qui penses « Ouh là là, je suis meilleur que tout le monde » ou « Tiens, je suis le témoin » ou « Tiens, je sais comment méditer » ou « Je sais quelque chose que toi tu sais pas » ou « Vas-y, t'es un espèce de snob spirituel ». Non. Tu as cette expérience d'éveil où cette voix a disparu. Et ce qui vit et qui respire à travers toi, c'est Dieu qui t'anime. Ça, c'est le quatrième stage de l'éveil. D'ailleurs, j'ai une question pour ça aussi, parce que j'ai vécu quelque chose qui est très similaire à ce que tu décris en ce moment, et j'ai l'impression d'ailleurs que ces 4 stages, tu peux être dans la stage victime dans un aspect de ta vie, et dans le stage 3 dans un autre aspect, et que tu sais que c'est pas toujours stable, que ça bouge en haut, en bas, et que tu sais... Tu dois te reprendre en fait, tu sais, et te dire « Ouh là là, attends, là je retombe dans le stage de la victime, attends, je vais retourner dans le stage de l'abandon. » Et donc, à travers la méditation et à travers... tu sais quoi, je sais pas vraiment. Tu sais quoi, je sais ce qui s'est passé. Il y a à peu près 2 semaines, j'ai eu la pire nuit de ma vie. Des pensées qui... partout, des pensées de partout. C'était à ce moment-là, d'ailleurs, que j'étais en train d'apprendre et que j'étais en train d'étudier l'identité et qui je suis. Et donc, du coup, si je suis pas mes pensées, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que... Et donc, toutes ces pensées m'ont attaqué toute la nuit et je me suis réveillé le matin. Alors que j'avais, bon, plus ou moins pas dormi, mais je me suis réveillé et toutes les pensées étaient parties. Et je voulais rien du tout, j'avais besoin de rien, je ne voulais rien, j'étais juste... cool. Et c'était assez bizarre et ça a duré à peu près 2 jours avant que, tu sais, la vie arrive et tu retournes, tu sais, à tes habitudes d'avant. Mais à ce moment-là, je ne voulais rien du tout, j'avais besoin de rien du tout. J'étais plutôt content avec tout. Et ça m'a fait penser et ça m'a fait me questionner, tu sais, mes besoins et mes désirs et mes volontés et tout ça. Et de quoi est-ce que tu as besoin quand tu peux juste être? En fait, tu sais, je me disais, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis OK avec le fait de rien faire? Donc, comment... Ça ramène une question sur la loi de l'attraction et ce que tu veux, tu sais. Sachant que ce que tu veux, c'est pas vraiment ce que toi tu veux, mais ce que les autres veulent pour toi et toutes ces affaires-là, tu sais, ça vient... Voilà. Comment est-ce que tu fais pour vraiment savoir ce que tu veux quand en fait, tu veux rien du tout? Alors, c'est une grosse question, mais je veux juste connaître tes pensées là-dessus. Comment tu fais pour savoir ce que tu veux quand tu veux pas vraiment quoi que ce soit? Tu sais quoi, je vais la noter celle-là et je vais retourner plus tard. Comment tu fais pour savoir ce que tu veux quand tu veux pas vraiment quoi que ce soit? C'est une belle question. Ok, alors, allons plus loin que la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est fait pour le stage numéro 2. Tu sais, c'est là où tu reprends ton pouvoir. Et dans cette phase, tu te rends compte que tu peux avoir, être et faire tout ce que tu veux en utilisant des techniques de la loi d'attraction, de la visualisation, des vision boards, des affirmations, des intentions. Tout ça, ça fonctionne. Tout ça, ça fonctionne. Mais quand tu progresses au stage suivant, tu sais, à l'abandon, tu te rends compte que les intentions sont des limitations.
Et c'était une grosse découverte pour moi parce que tu sais, moi j'étais le mec des intentions, tu vois. J'étais, ouais, mets tes intentions et fais tout ce que tu veux et tu auras tout ce que tu veux. Et j'adore toujours les intentions, tu sais, parce que les intentions sont meilleures que de ne pas en avoir et de rebondir un peu partout, tu vois. Avant de prendre cet appel, j'ai placé une intention que je voulais être clair, que je voulais être présent, que je voulais être inspirant, que je voulais être inspiré afin d'aider un maximum de gens. Sachant pas d'ailleurs quel genre de show c'était, ne te connaissant pas toi, ne sachant pas quel genre de questions t'allais me poser, ne connaissant pas le flow, j'ai mis mon intention d'être aussi clair et aussi présent que possible, et je dois aussi avoir la volonté de relâcher tout ça. Parce que les intentions viennent du passé. Une intention, ça vient de l'ego. Et l'ego base ses intentions basées sur ce qu'il pense être possible. Et ce qu'il pense être possible vient de ce qu'il a vécu. Donc, c'est un peu, ça va te bloquer à l'intérieur de cette espèce de boîte de réalité où, ok, tu mets une intention, mais cette intention est basée sur cette espèce de réalité déjà existante basée sur le passé. J'ai trouvé ce qui est mieux, et c'est l'inspiration. Parce que l'inspiration vient du divin. Ça vient d'une source en dehors de la boîte, tu vois. Et donc, alors que je place mes intentions pour m'aider à être présent dans le moment, je dis toujours aussi que je veux ça ou quelque chose de mieux, s'il y a quelque chose de mieux disponible. De façon à ce que, alors qu'on parle tous les deux, tu vois, si d'un coup j'ai envie de parler de donuts, et du fait que j'en ai pas eu un depuis 20 ans, et que ça me manque ceux qui sont remplis de crème à l'intérieur, et que, tu vois, je suis un peu ce fil, peu importe où il va, alors je le ferai. Et c'est ce que je viens de faire. Mais les intentions ont des limitations. Et ça, c'est une grosse info. Donc ce qui est encore mieux, c'est de laisser la place à l'inspiration. Et ça va te permettre d'être dans le moment, de ne pas avoir à vouloir quoi que ce soit, parce que tu es complet. Et en dehors de cette présence dans le moment, tu peux être inspiré à dire, tu sais quoi? Il y a quelque chose qui me dit d'aller pêcher. Et peut-être que tu n'es pas allé pêcher, comme moi, depuis 40 ans. Mais tu vas te dire, tu sais quoi, il doit bien avoir un magasin de pêche pas loin, il doit bien avoir un lac pas loin non plus. Et tu prends l'inspiration au fur et à mesure qu'elle vient, ne sachant pas forcément d'ailleurs où elle va t'emmener. Je vais te donner un petit exemple, parce que j'essaye de faire en sorte d'être le plus clair possible. Et encore une fois, là, tu vois, je suis l'inspiration, j'ai aucune note, on m'a pas donné de script, j'ai aucune idée de... Il n'y a pas de téléprompteur, il n'y a rien. Je sais même pas ce que tu allais me poser comme question. Moi non plus. Donc comment tu fais pour savoir ce que tu veux quand tu es déjà complet? Je me souviens que je travaillais pour une société de pétrole dans les années 1980 à Houston. Et tous les jours à midi, tout le monde rentrait dans sa voiture, direction le centre commercial qui était en bas de la rue, à peu près 2 km. Et je me souviens rentrer dans ma voiture et j'allais direction le centre commercial comme je le faisais tous les jours parce que j'avais faim et je voulais quelque chose à manger. Et je suis arrivé au signe de stop et quelque chose en moi m'a dit « Tourne à gauche ». Je tourne jamais à gauche, c'est pas ce que tu fais. On va à la fin de la rue, direction le centre, tu vois. Mais il y a eu l'inspiration, il y a eu quelque chose au fond de moi qui m'a dit tourne à gauche. Donc j'ai dit ok, bon bah je tourne à gauche, je vais à peu près 2 blocs plus loin. Et il y avait une épicerie italienne. Alors ça va peut-être rien dire pour toi, mais moi j'ai été élevé à Ohio avec de la nourriture italienne. Et quand j'étais au Texas, je ne trouvais rien de bon en italien. Et voilà, une épicerie italienne à 2 blocs de mon travail. Donc j'y vais, je me gare, je rentre, et voilà un homme d'Italie. Alors non, il ne s'agit pas d'un Américain qui vient du Texas et qui fait de la nourriture italienne, mais c'est un vrai Italien qui vient faire de la vraie nourriture italienne. J'arrive pas à y croire, à 2 km de mon travail. Et attends, il y a mieux. Je commande un sandwich, parce que bon voilà, maintenant je suis un peu en retard, je prends le sandwich et je le ramène du coup au bureau, là où je travaille, et je le mange, et des larmes commencent à couler. C'était tellement bon. Donc j'ai pris son numéro de téléphone et je l'ai appelé. Et il croyait que j'appelais pour me plaindre, tu sais, pour dire que, oh là là, je sais pas, c'était pas bon, quoi que ce soit. Et non, j'ai dit non, je veux juste que tu saches que c'est incroyable, c'est le meilleur sandwich que j'ai mangé depuis 10 ans. C'était tellement bon. Et il m'a remercié, mais je me suis dit, il comprend pas. Il comprend pas à quel point je suis impressionné là. Donc j'ai fermé la porte de mon bureau et j'avais son menu et j'ai réécrit son menu.
j'ai complètement refait tout ça sur l'ordinateur, tout ça. Je suis allé à l'imprimeur et j'ai imprimé le menu. J'en ai fait 500 copies. Et ensuite, je suis retourné au bureau et j'ai laissé un menu, du coup, dans le bâtiment, là où il y avait tous mes bureaux. Et le lendemain, je tourne à gauche, je retourne à l'épicerie italienne avec une boîte remplie de 500 menus. Et quand j'y suis allé, c'était rempli. Ils ne pouvaient même pas tenir avec tout le business qu'il y avait. Tous ceux qui étaient passés, du coup, par le bureau avaient vu le menu et ils sont tous partis là-bas pour aller manger le repas du midi. Et ils me remerciaient. Et attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Et donc je lui ai dit, écoute, non seulement du coup j'ai mis le menu dans le bâtiment, mais tiens, encore 500 copies du menu que j'ai recopié, que j'ai refait pour toi et que j'ai fait imprimer. Et j'ai mangé là-bas pendant toute l'année, pratiquement tous les jours, et j'ai jamais rien payé. Il m'a donné tous mes repas gratuitement et on a créé une vraie bonne amitié. Pendant ce temps-là, avec ma femme de l'époque, on galérait et je voulais trouver une maison, mais mon crédit n'était pas bon, tu sais, vu que j'étais SDF, tout ça. Je ne pouvais pas, du coup, avoir un financement de la banque, je ne pouvais rien avoir du tout. Et un jour, il m'a dit qu'il déménageait et qu'il voulait me donner sa maison. Il a fait en sorte que j'ai sa maison, il m'a juste dit, paye les mensualités et c'est tout, t'as la maison. Putain, je vais pleurer. J'aurais jamais pu stratégiser tout ça et créer une intention qui m'aurait aidé à trouver un Italien, une épicerie italienne à 2 blocs, à avoir de la nourriture gratuite pendant 1 an, et ensuite déménager dans une maison que j'avais même pas besoin d'acheter de façon traditionnelle. J'aurais jamais pu faire ça avec n'importe quelle intention, j'aurais même pas pu l'imaginer en fait. Mais l'inspiration a fait tout ça. You're blowing my mind right now. C'est incroyable. Wow. Wow. What a story. Quelle histoire. Is that Est-ce que c'est one Est-ce que c'est une d'entre, ou alors là, l'histoire qui, après ça, tu t'es dit, ok, bon, là c'est bon, je peux pas demander quelconque preuve de plus, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse et je vais juste écouter l'inspiration. Est-ce que, pourquoi, tu sais, j'ai l'impression qu'on retourne à cette histoire de librairie où t'as vu le livre et là maintenant t'as entendu la voix et t'avais la discipline d'écouter ça, tu vois, tu l'as fait. Tu sais, j'ai mentionné que je suis musicien. J'ai 15 albums. 6 d'entre eux sont des albums où je suis auteur-compositeur. Et le dernier d'entre eux s'appelle The Great Something. Et ce Great Something réfère à, tu sais, ce grand quelque chose, ce grand mystère, Dieu, tous ces noms. Mais dans cette chanson, je dis, le grand quelque chose est toujours de ton côté, a toujours été de ton côté, et toujours en train d'essayer de te guider, de te leader, tu sais, de te protéger, toujours. Et cette chanson est venue parce que je vais avoir 67 ans. Et c'est venu parce que j'ai eu pratiquement 60 ans de doute, 60 ans de galère, 60 ans où quelquefois, je faisais confiance au grand quelque chose, mais la plupart du temps, je doutais. Jusqu'au moment où tu arrives, d'ailleurs, je pense que j'y suis maintenant, on va voir, où tu fais confiance tout le temps. Tout comme cette conversation, tu sais, j'ai pointé que toi et moi, on ne s'était pas rencontrés avant, tu ne m'avais pas envoyé une liste de questions, tu ne m'as pas envoyé de sujet, tu m'as même demandé de remplir un questionnaire, j'ai pas rempli le questionnaire. J'avais aucune idée de ce que j'allais dire, je ne savais absolument pas ce que toi t'allais dire non plus. Toute cette conversation est basée sur la confiance. Tout ça, c'est basé sur la confiance et le flow divin. Je pense que ce grand quelque chose et ce flow divin est là pour tout le monde. Pour toi, pour moi, tous ceux qui regardent, tous ceux qui écoutent, pas d'exception, zéro. C'est là pour tout le monde. La seule chose qui s'y met au travers, c'est d'abord les doutes. Tu sais, on peut se dire, ouais, c'est d'accord, c'est pour tout le monde, mais pas pour moi. Et ça, c'est encore, tu sais, cette histoire d'identité et de valeur personnelle. Tu sais, on pense qu'on n'est pas assez comme on est. Et ensuite, la deuxième partie, c'est de ne pas avoir assez de sensibilité pour écouter. Quand j'allais au
au centre commercial, tu sais, pour manger tous les jours, et que j'allais juste à gauche et après tout droit direction le centre commercial, je ne portais pas d'attention particulière à ce guide en moi. Un jour, quand j'étais un petit peu plus relax, un peu plus tranquille, et que je suis arrivé au stop, j'ai entendu ce qui voulait être entendu depuis tout ce temps, qui toquait à ma porte intérieure, cette espèce de système de GPS à l'intérieur de moi qui me disait « Écoute, j'essaie de te dire, tourne à gauche ». Et un jour, je fais « Ah, ok, bon, bah, j'ai tourné à gauche. » Et voilà, je tourne à gauche. Et c'est pareil pour n'importe lequel des autres exemples que je t'ai donnés. Tu sais, je suis dans le film Le Secret. Et la plupart des gens ne savent pas que Rhonda Byrne, donc celle qui a produit le film Le Secret, avait lu mon livre, The Attractor Factor, qui est mon livre sur la loi de l'attraction. Elle a lu le livre et elle m'a appelé et elle m'a dit qu'elle voulait que je sois dans le film. Et à ce moment-là, j'avais jamais été dans un film et je ne la connaissais pas du tout. Et je recevais beaucoup de messages de gens pas très sérieux qui me disaient « Oh tiens, j'ai une idée ». Et après, tu sais, ils en faisaient rien et j'entendais plus jamais parler d'eux. Donc elle m'a dit « J'ai envie que tu sois dans mon film ». Et je lui ai dit « Écoute, fais ce qu'il faut, trouve l'argent, moi j'ai besoin de temps. Et si jamais tu veux que je sois dans ton film, dis-le-moi et je viendrai ». Quand j'ai raccroché le téléphone, je pensais que j'allais plus jamais entendre parler d'elle. Parce que je pensais pas que ça allait se passer en fait. Et quand elle m'a rappelé, j'ai été tellement occupé que j'ai presque dit non. Oh. Ouais, j'ai presque passé sur le secret. Ouh là là, t'as pas envie de dire non à ça. Mais non, mais tu sais pas, tu vois, tu sais pas jusqu'à ce que ça se passe. Et c'est ça l'idée de suivre son inspiration, c'est que tu ne sais pas. Tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas que l'épicerie italienne est juste à côté. Tu ne sais pas qu'un film qui va changer ta vie, un film historique qui a changé la vie de tout un tas de gens autour de la planète, est juste là, en fait. Tu ne sais pas. Mais tu dois dire oui à cette opportunité quand l'intuition te dit oui. Et donc, même si j'étais super occupé, quelque chose à l'intérieur de moi m'a dit « Tu dois faire du temps pour ça. » Et je lui ai dit « Écoute, parce qu'elle me voulait à Chicago, en fait. Et donc, je lui ai dit « Écoute, si tu peux m'emmener à Chicago, me filmer, et après ça, je peux rentrer chez moi le même jour, je le fais. » On l'a fait, et maintenant, le reste appartient à l'histoire. Tu sais, ce film a changé ma vie, et ça a changé la vie de tous ceux qui ont vu Le Secret. Mais tu dois écouter tu dois avoir le discernement de savoir la différence entre ta tête, tu sais, l'ego, la voix de l'ego et tous ces trucs-là, là, le mec qui doute et qui questionne et qui sait tout, et tu sais, le snob spirituel, tout ce qui est très orienté tête, et tu dois ressentir cette voix qui est plus un chuchot, et qui vient d'ailleurs plus de ta poitrine. Tu l'entends de là? Oui. En fait, ce que je dis aux gens, c'est... Parce que tu sais, souvent ils me disent, c'est quoi la différence entre l'intellect et l'intuition? L'intellect, c'est généralement autour de la tête. Tu sais, quand tu penses, en général, tu le ressens vers la tête. Alors que quand on porte attention à notre intuition, tu sais, on dit souvent, je vais suivre mon instinct, et l'instinct, tu le sens plus dans le ventre, tu sais. Et donc, j'ai trouvé que un super moyen de connaître la différence entre l'intellect et l'intuition, c'est de se demander où est-ce que cette voix arrive, où est-ce que je le sens? Est-ce que je le sens plus dans ma tête? Est-ce que je le sens plus dans ma poitrine et dans mon intestin? D'ailleurs, dans certaines formes d'art martial, ils te parlent d'un cerveau qui est au niveau de ton intestin, tu sais. Et donc, porter attention à ça nous aide à trouver notre chemin. Et ensuite, on doit vraiment dire oui à tout ça. Est-ce qu'il y a quelques histoires qui te viendraient où, tu sais, tu pensais que ton inspiration te parlait alors qu'en fait, c'était plus tes pensées et donc tu as agi sur des pensées et que tu as regretté après? Oh, sûrement. Sûrement, hein, ouais. J'ai l'impression que c'est plus une question de pratique, en fait, hein, n'est-ce pas? Tu as besoin de t'accorder à tout ça. Oui, et c'est tout le propos parce que, pour répondre à ta question, je ne porte pas vraiment attention aux échecs, tu sais, ou aux erreurs, parce que j'ai pas envie de mettre de l'énergie là-dedans. Peu importe ce qu'était le moment, c'est un peu comme si, tu sais, oh, j'aurais pas dû faire ça, c'était peut-être plus l'ego, je sais pas. Mais ce que je ferais, c'est que je vais me rappeler de poser, respirer, et est-ce que tu viens plus de ta poitrine et de l'intestin, ou est-ce que tu viens plus de ta tête? Et d'ailleurs, je crache pas sur la tête, hein, je suis bien content d'avoir un cerveau et de pouvoir penser, mais je veux pouvoir être un être spirituel
dans ce monde matériel. Je veux être un mystique dans le marché. Et donc, j'ai besoin de balancer les deux, tu vois, balancer les deux. Et ce discernement, cette pratique de savoir quoi est quoi, et suivre ensuite l'intuition du mieux que possible. Est-ce que tu appliques ça aussi au business, quand tu crées des produits et quand tu parles à tes clients et tout ça? Est-ce que tu parles de ce positionnement? Absolument, oui. D'ailleurs, quand j'étais dans le monde du corporate, je disais que j'étais un entrepreneur de l'âme, tu vois. Parce que ce que je voulais dire, c'est que vraiment, je pars de ce positionnement d'esprit. Et même dans mon livre, L'Attractor Factor, qui m'a ramené ensuite le film Le Secret et tout ça, il y a beaucoup d'histoires de business, parce que je parle de travailler avec des clients pour lesquels je sentais intuitivement un alignement. Et je parle aussi d'écrire des campagnes marketing et publicitaires dans lesquelles j'infuse mon énergie. Alors oui, bien sûr, c'est important le design et la structure et les mots que tu choisis et le copywriting et des emails et tes pages de vente et ton site, mais plus important que tout ça, presque de façon ésotérique, c'est l'énergie à l'intérieur de toi que tu vas infuser dans toutes tes campagnes marketing. Parce que les gens répondent à l'énergie. Ils pourraient dire « Ouh là là, ça c'était bien écrit » ou alors « Cette image m'a vraiment captivé », mais en fait, c'était vraiment ton énergie à l'intérieur de ça qui les a captivés. Et donc oui, absolument, je me laisse guider par le divin. J'ai écrit un livre appelé « Le millionnaire éveillé ». Et donc tout ce livre parle de ça justement, du fait que le spirituel et le matériel sont deux côtés de la même pièce. Il y a beaucoup trop de gens qui sont soit l'un, soit l'autre. Tu vois, les matérialistes vont mettre de côté toute la spiritualité, ils vont être juste concentrés sur le dollar, et ils vont être un peu guidés par la cupidité. Et de l'autre côté, tu as les gens spirituels, qui eux sont un peu snobs aussi de leur côté. Ils vont cracher sur l'argent, ils vont cracher sur le matérialisme, et ils réalisent pas que tu es sur cette planète pour vivre en fait. Tu es là pour apprécier, et t'as pas besoin d'être amoureux de l'argent, mais tu devrais l'apprécier, tu devrais l'utiliser. Donc, je veux combiner les deux. Et c'est comme ça que je vis ma vie d'ailleurs. Et donc, je parle de tout ça dans mon livre, le Awakened Millionaire. J'adore ça, et j'adore le fait qu'on parle d'argent maintenant, parce que tu as écrit un livre récemment qui s'appelle Money Love Speed, l'argent adore la rapidité, qui est d'ailleurs un très bon livre. Je n'ai pas encore lu complètement parce que je lis lentement, mais j'ai lu quelques parties et j'ai pris, tu sais, les petits nuggets de conseils qui m'attiraient à l'époque. Et d'ailleurs, l'argent, je pense que c'est très intéressant parce que, comme tu viens de le dire, soit on est complètement dedans, ou alors on va être complètement dehors de l'argent. Tu vois, genre j'en veux pas, je le repousse, tout ça. Quelle est ta relation avec l'argent maintenant et comment ça a changé? C'est-à-dire que ce que j'essaye de dire, c'est que, tu sais, quand on commence tout juste à gagner de l'argent, tu sais, j'ai fait tous ces trucs d'entrepreneur. Donc, oui, j'ai lancé mes business, tu sais, j'étais dans le e-commerce et j'ai fait beaucoup d'argent quand même. Et je me suis rendu compte que l'argent m'a ramené beaucoup de choses que je voulais pas, que je voulais pas du tout. Et donc, même si je pouvais maintenant m'offrir plus ou moins tout ce que je voulais, et j'ai déménagé de Paris direction Hollywood, tu vois, et c'était mon rêve. Et tu vois, je me suis rendu compte que, alors que j'étais là-bas, j'ai même pas ressenti de la joie pendant plus de 2 minutes. Et donc, quelle est ta relation avec l'argent maintenant et avec l'aspect, tu sais, matérialiste et comment tu gères tout ça avec le business et en gros, quelle est ta relation avec l'argent maintenant? Oui, ça c'est une super question. Alors, le livre Money Love Speed, qui est mon livre le plus récent, qui justement parle de tout ça, et d'ailleurs pendant que j'y pense, je devrais mentionner le fait qu'il y a une version audio du livre, et pour $2, tu peux avoir la version audio que je lis moi-même et l'e-book. Tu as juste besoin d'aller sur moneylovespeedbook.com. moneylovespeedbook.com. Donc voilà, fais-toi plaisir, c'est juste $2. Et donc, tu vois, l'argent pour moi aujourd'hui, c'est un outil. C'est souvent, d'ailleurs, je sais pas où est mon stylo. Normalement, je prendrais mon stylo, je te montrerai mon stylo et je te dirai c'est exactement comme ce stylo. C'est un outil. C'est juste, avec ce stylo ici, je pourrais écrire, tu sais, une lettre terrible. Je pourrais t'insulter, je pourrais peut-être même te poignarder avec. Je peux faire tout un tas de trucs avec ce stylo, mais je peux aussi écrire des listes de courses,
Je peux écrire des chansons d'amour, de la poésie, des romans. Donc, est-ce que c'est le stylo ou est-ce que c'est moi? Je peux faire des choses désastreuses avec. Et je peux aussi faire des choses incroyables avec. Donc, est-ce que c'est le stylo ou est-ce que c'est moi? Évidemment, c'est moi. Le stylo est neutre. C'est comme l'argent. C'est ça l'argent. L'argent tout seul, c'est absolument rien. C'est un bout de papier et des pièces. Et on s'est tous mis d'accord qu'on pouvait s'en servir pour faire des échanges. Tu sais, à l'époque, tu m'aurais donné une chèvre et je t'aurais donné un sac de riz, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, on a quelque chose qui s'appelle l'argent. Il y avait cette citation de Arnold Patent qui m'a vraiment changé. C'est d'ailleurs dans mon livre Money Love Speed. Il a dit « Le seul but de l'argent est d'exprimer la gratitude. » Le seul but de l'argent, c'est d'exprimer la gratitude. Quand les gens vraiment comprennent ça et l'intègrent, ils sont libres. Il y en a beaucoup trop parmi nous qui pensent encore que l'argent est la racine de tout le mal. Et si tu penses que l'argent c'est le diable, tu vas le repousser. Consciemment, inconsciemment, tu vas te saboter, tu vas pas voir les opportunités, tu vas être dégoûté par l'argent, ou alors tu vas être pratiquement ruiné la plupart du temps, tu sais, tu vas garder juste ce qu'il faut pour vivre. Et donc tu dois réaliser que t'as pas besoin d'être amoureux de l'argent. Je suis pas amoureux de l'argent, j'apprécie l'argent. J'apprécie le stylo. J'ai la gratitude pour le stylo, je l'utilise. Et autre chose qui va encore plus profond que ça, c'est de réaliser que l'argent est un moyen pour toi d'accomplir ta mission de vie. Si tu es là pour écrire des bouquins, ouvrir un restaurant, faire des films, tous ces trucs-là, l'argent peut t'aider à accomplir tout ça. Alors, ce n'est pas une fin en soi, et ce n'est pas non plus le seul moyen, mais il y a une citation par Walt Disney, elle est d'ailleurs dans mon livre Money Love Speed. Walt Disney a dit « Je veux faire de l'argent avec mes films, de façon à ce que je puisse continuer de faire des films. » Est-ce que tu entends la pureté? Ça, c'est notre relation avec l'argent. Oui, je veux faire de l'argent avec mes livres, parce que comme ça, je peux continuer d'écrire des livres. Je veux faire de l'argent avec ma musique, de façon à ce que je puisse continuer de créer et de produire de la musique. Il y a une pureté très simple avec ça. C'est pas une question d'ego et de se dire « vas-y, je veux vendre le plus de films possible et je veux avoir des Grammy et des récompenses et tout ça. Je veux avoir la plus grosse collection de voitures, je veux faire ci, je veux faire ça. » Tout ça, c'est créé par l'ego et tu peux le sentir. Tu sais, quand quelqu'un va te le dire, tu vas le sentir. C'est odieux. Mais quand il s'agit de la pureté de « écoute, j'adore faire de la musique, j'aimerais bien gagner un peu d'argent avec ma musique, comme ça je pourrais en faire plus. » Ou Walt Disney, écoute, j'aime faire des films, j'aimerais en faire plus, donc ça serait intéressant de faire un peu d'argent avec ces films-là, comme ça je pourrais créer plus. Ça, c'est à ça que sert l'argent. Je dis aux gens, écoute, si tu tiens vraiment à certaines causes, ou à des gens en qui tu crois, ou peut-être tu te soucies de certaines parties de l'Afrique, ou des écoles qui n'ont pas de livres, ou des endroits qui n'ont même pas d'eau, fais la paix avec l'argent. Et ensuite, quand l'argent vient vers toi, tu vas pouvoir t'en servir, tu vas pouvoir le diriger vers tous ces endroits en lesquels tu tiens en fait. Parce que tant que tu penses que l'argent est mal et l'argent c'est le diable, tu vas constamment le repousser. Donc, une fois que tu as cette relation avec l'argent, est-ce que tu vas choisir ce que tu fais basé sur l'argent que tu vas gagner? Ou est-ce que tu fais ce que tu fais basé sur l'inspiration et ensuite, du coup, si l'argent vient de ça, cool. C'est la deuxième option. Tu fais ce que tu fais basé sur la passion, basé sur le but, basé sur la mission de vie, basé sur l'inspiration. D'ailleurs, l'argent ne devrait même pas être dans l'équation. Ce que tu devrais faire plutôt, et j'en parle dans mon livre Le Awakened Millionaire, c'est de te concentrer sur ta passion. Quand les gens me demandent « Joe, comment t'as fait pour partir de la pauvreté comme ça à la richesse, d'être SDF à aujourd'hui ?» Et j'y pense et je me dis « Tu sais quoi ? Tout ce que j'ai toujours fait, c'est suivre ma passion. Peu importe ce sur quoi je commençais à être excité, boum, j'y allais, je suivais, sans savoir où ça allait m'emmener. » Il y a des livres que j'ai écrits, par exemple, Les 7 secrets perdus du succès. J'étais complètement ruiné, j'étais inconnu quand j'ai commencé à faire des recherches pour ce livre et je ne savais même pas que ça allait devenir un livre. Mais il y avait quelque chose en moi, je m'en souviens encore, le jour de Noël, dans les années 1985, quelque chose comme ça. J'ai eu cette idée qui a grandi en moi de poursuivre une personne que tu ne connais pas aujourd'hui, qui est partie, qui s'appelle Bruce Barton. Alors tu ne connais pas aujourd'hui, mais à un moment donné, il était connu dans le monde entier. Et quelque chose en moi m'a dit, suis Bruce Barton. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas ce que ça deviendrait. Il n'y avait personne qui m'a poussé, tu sais, personne qui m'a payé
aucune preuve autour de moi que quoi que ce soit allait devenir possible ou que ça allait se transformer en quoi que ce soit. Mais au fur et à mesure que je poursuivais cette idée, que je me faisais confiance, en marchant avec foi, une étape à la fois, tout ça s'est transformé en un livre, et un livre que j'ai sorti du coup, qui s'appelle Les 7 secrets perdus du succès. Souviens-toi, je ne savais pas à l'époque quand j'ai commencé. Ça a évolué sous forme de livre. Je crois que ce livre est d'ailleurs sorti en 1992, quelque chose comme ça. Bon, ça fait longtemps, mais c'était dans le dernier siècle. Et ce livre a été un de mes premiers succès. Il y a une société qui m'a acheté 20 000 exemplaires de ce livre. Ça a dû changer ta vie. Oui, il y a eu 9 ou 10 éditions maintenant. Ça a été republié en 2006. C'est toujours publié, d'ailleurs, tu peux le trouver sur Amazon. Et donc toute la morale est que quand j'ai commencé les recherches, j'avais cette inspiration, mais il n'y avait absolument pas d'argent dans l'équation, je ne savais même pas de quoi ça parlait. Je ne savais pas que ça allait devenir un livre, je ne savais pas que ça allait devenir un livre à succès en plus, et encore moins un livre dont j'allais être encore fier aujourd'hui, et les gens en parlent encore aujourd'hui. Je ne savais pas tout ça. Donc dans mon livre, le Awakened Millionaire, je dis que la première chose que tu veux savoir, c'est quelle est ta passion et ta mission, tu sais, ta mission de vie. Et ça, c'est ça que tu vas poursuivre. Ne pense même pas à l'argent à ce moment-là. Tout ce que tu veux faire, c'est vraiment t'aligner, t'accorder à ta passion. Est-ce que tu veux ouvrir une boulangerie? Est-ce que tu veux ouvrir un garage? Est-ce que tu veux construire une voiture? J'en sais rien, ça va être différent pour tout le monde. Mais ça, c'est là-dessus que tu veux te concentrer. Et au fur et à mesure que tu te concentres là-dessus, tu vas peut-être commencer à voir, tu sais, certains endroits uniques ou qui pourraient ramener de l'argent en te concentrant sur une audience en particulier. Mais quand tu te concentres sur la passion, sur le but, sur la mission de vie et que tu fais la paix avec l'argent au fur et à mesure que tu avances, parce que si tu penses que l'argent c'est le mal et c'est le diable, tu vas le repousser. Donc il faut faire la paix. Comment est-ce que tu définirais la mission de vie? Parce que avant, je pensais que tout le monde avait, tu sais, une mission de vie. Tu sais, je suis venu pour ça. Et après, j'ai réalisé, peut-être avec raison ou pas d'ailleurs, que puisque la vie n'est rien de plus qu'un moment, tu sais, qui va se répéter tout le temps et tu peux le changer à chaque fois, peut-être que nous n'avons pas juste une mission ou une passion. Donc, est-ce que tu ferais la liaison entre la passion et l'inspiration et tu suivrais l'inspiration du moment plutôt qu'une passion que tu penses que tu devrais avoir, tu sais, parce que c'est censé être ta mission de vie et la chose à laquelle tu devrais te fixer toute ta vie, plus ou moins tout le temps. Donc, est-ce que tu vas permettre à la passion et l'inspiration de changer au fur et à mesure que la vie avance ou qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Je lui permets de changer, parce que nous sommes fluides et nous sommes constamment en train de recevoir des inspirations tout le temps. Donc je dirais, pour préciser un peu ma réponse, je dirais qu'il semblerait d'avoir une espèce de direction principale pour chacun d'entre nous, tu sais. Je ne sais pas si tu te souviens de Star Trek, mais ils avaient toujours une espèce de direction principale de, tu sais, de ne pas toucher à la planète et à la culture et tout ça, mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. On a tous une direction principale qui est plus générale et plus ouverte et plus à même d'être interprétée, tu vois. Par exemple, ma direction principale, c'est d'inspirer les gens à y aller et à suivre leurs rêves. Je pense que ça, c'est ma mission, ma passion. Je pense que c'est ma mission de vie. J'ai été tamponné pour ça sur mon front quelque part. Et ils m'ont dit, Joe, tu vas là-bas et tu vas inspirer les gens à prendre action et à suivre leurs rêves. Et ma question serait, comment je fais maintenant? Et la réponse aurait été, peu importe comment, tu sens que tu peux accomplir ce résultat. Donc, initialement, c'est les livres. Et c'est pour ça que j'ai écrit beaucoup de livres. Et après, à un certain moment, je me suis dit, tu sais quoi? Pourquoi aller parler sur scène? Et donc, je suis allé parler sur scène, inspirer les gens. Et ensuite, bien sûr, j'ai été invité à être dans des films. 17 maintenant, je crois. Et donc, je fais ça aussi, là. Et ensuite, bien sûr, je suis un auteur-compositeur. Donc, j'inspire les gens à travers la musique aussi. Et ensuite, on m'a demandé d'être acteur. Et donc, là, ça aussi, ça m'a choqué. Et je fais mon mieux pour être aussi inspirant que possible là-bas. Et ensuite, quand je fais des interviews comme ça, je raconte mon histoire, pas pour me vanter ou pour rien de tout ça, mais pour inspirer les gens à travers ma vie, à travers mon histoire, tu sais. Donc, est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est ma mission de vie, c'est d'inspirer les gens à vivre leurs rêves. Mais comment je le fais? Ce comment est toujours ouvert à l'interprétation.
À un moment donné, et tu vas sûrement croire que c'est complètement faux si jamais tu n'as jamais entendu ça avant, j'avais commencé les entraînements d'homme fort. Tu sais, c'est là où tu vas plier des clous, des barres en métal et des sabots de cheval. Tous ces trucs-là, j'adore ça, j'adorais ça, j'adorais ça, j'adorais ça. Il n'y a rien de similaire au sentiment d'avoir un sabot de cheval entre les mains. Tu sais, ça a été fait pour un cheval de 900 kilos, et toi tu le prends et tu tires et tu tires et tu tires et tu te dis non, ça va jamais péter. Et quand ça pète, tu te sens, mais c'est au-delà de ce que tu penses être possible. Tu l'as éclaté. Donc si tu peux faire ça, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Et donc j'ai fini par écrire un livre qui s'appelle Tout est possible, basé sur mon histoire d'entraînement d'homme fort. Donc encore une fois, le but au sens large, c'est d'inspirer les gens. Mais les façons individuelles de le faire, donc les livres, le fait de parler sur scène, la musique, les films et tout ce qui pourrait venir ensuite, et je pense que ça, c'est l'ouverture dont on a besoin. Donc j'ai une dernière question sur ce sujet, et après j'ai pas envie de prendre trop de ton temps parce que je sais qu'on est un peu limité, mais... Ok, alors, les dernières deux questions, parce que je sais que tu es très productif et tu fais tous ces trucs-là, et j'aimerais savoir comment tu jongles avec toutes ces choses, mais tout d'abord, pour en finir avec cette histoire de mission, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que ta mission vient de ton expérience physique et matérielle, tu sais, en tant qu'être humain, après avoir vécu ceci et cela, tu as ta mission, ou est-ce que tu penses que tu avais une mission même avant de venir sur Terre, en gros? Wow, quelle bonne question. Je pense définitivement que l'on vient ici partiellement programmé. Je pense que... Tu sais, j'adore les animaux et il y a eu des moments où, tu sais, j'allais pouvoir voir des portées de chats, tu sais. Donc, par exemple, il y aurait pu avoir 8 chats et au fur et à mesure qu'ils grandissent, tu te rends compte que chacun d'entre eux a une personnalité unique. Comment est-ce qu'ils l'ont déjà? Tu sais, ils n'ont pas eu le temps d'interagir avec quoi que ce soit, ils viennent de naître et déjà il y en a qui sont introvertis, extrovertis. Il y en a un qui a un intérêt pour ceci, l'autre qui n'a pas d'intérêt pour ça, c'est bizarre. Et je pense que chacun d'entre nous vient aussi déjà préprogrammé, au moins à un certain degré. Et ça peut venir de nos parents, ça peut être les génétiques, je ne sais pas. Mais je sais aussi que cette préprogrammation est juste une tendance à aller vers une certaine direction. Tout le reste, c'est des choix. Ok, cool. Ok, maintenant, juste pour finir, je suis super intéressé par ça. À chaque fois que je parle à quelqu'un qui a connu un peu de succès, j'ai toujours envie de savoir ça. C'est les routines quotidiennes, tu sais. J'adore les routines quotidiennes, j'adore comprendre et vraiment, tu vois, décomposer ce qui fonctionne pour les gens. Donc, à quoi ressemble un jour typique dans la vie de Joe Vitale? Du matin à la fin. Intéressant. Ben, je peux juste te donner des généralités. Parce que pendant les moments où je suis en déplacement, tous les jours sont différents et tous les endroits dans lesquels je me trouve sont différents. Mais on va prendre du coup en ce moment. Je me réveille très tôt. Et j'ai appris à faire ça grâce à mon père qui me réveillait à 4 heures du matin pour me mettre sur les chemins de fer, tu sais. Et donc, quand tu te réveilles à 4 heures du matin, quand tu te réveilles à 5 heures du matin, tu as l'impression d'avoir fait la grasse mat. Donc, je me réveille à 5 heures du matin. Tiens, prends ça, papa, je fais la grasse mat. Et j'ai trouvé que c'est un des secrets du succès, tu vois, se réveiller à 5 heures du matin. Le reste du monde n'est pas vraiment réveillé encore, tu vois, il n'y a pas d'interruption, personne ne t'appelle, il y a très peu de choses qui pourraient être en interférence, tu vois. Tu as ce temps pour toi. Et donc, très souvent, ces premières 2 heures du matin, de 5 heures à 7 heures, sont mes heures les plus productives et les plus prolifiques et mes plus créatives. Et c'est juste moi. C'est moi et l'univers, moi et le portail vers la créativité. Et après ça, Donc, dès que tu te réveilles, tu vas directement travailler ou écrire ou créer, en gros? Ouais, plus précisément, je vais directement vers le café. Voilà, je prends mon café et j'adore mon café. Il y a des moments, tu sais, je vais me coucher avec le sourire aux lèvres parce que je sais que le lendemain matin, je vais boire un bon café. Donc voilà l'importance que le café a pour moi. Et j'adore ça. Et de là, ça va dépendre parce que je fais des interviews pratiquement tous les jours.
Je fais de plus en plus de vidéos aussi, et je les fais depuis ici. Tu vois, j'ai mon éclairage de préparé, je fais toutes mes vidéos, la plupart d'entre elles depuis mon iPhone. Je fais aussi beaucoup plus de réseaux sociaux qu'avant. Donc j'ai beaucoup de vidéos, je les fais ici. Je les poste sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Je lis tous les jours. Je lis pratiquement un livre par jour. Presque. Et bien sûr, ça dépend de la taille du livre et de mon intérêt dans le sujet, mais je lis absolument tous les jours. Je suis accro aux livres. Tiens, puisqu'on parle de ça, justement, regarde. Plus grand que l'épée, qui est un livre à propos de Harriet Beecher Stowe et de la cabine de Oncle Tom. Et donc, bon, la raison pour laquelle je lis, c'est que je suis fasciné que son roman a créé et mis fin à des guerres. Abraham Lincoln a dit une fois, donc toi, tu es la petite femme qui a créé la guerre civile en Amérique. Et je suis fasciné, c'est comment c'est possible, tu vois. Et puis la phrase « plus grand que l'épée » réfère au fait que l'écriture est plus puissante que le fait de tuer, tu vois, écrire. Comment j'ai construit ça, de Guy Raz. Ce mec est allé interviewer tout un tas d'entrepreneurs pour aller trouver, si tu veux, les galères, mais aussi les réussites, les secrets, les hacks qui leur ont permis d'atteindre les résultats qu'ils ont eus, et qui sont d'ailleurs souvent très spectaculaires, mais pour y parvenir, ils ont souvent galéré. La vie des stoïques, un autre livre tout neuf de Ryan Holiday. Le stoïcisme, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, surtout pendant ces 2 dernières années de galère. Il est difficile de croire que Marcus Aurelius et Sénéca et tous ces gens qui datent de milliers d'années soient encore d'actualité aujourd'hui. Et ce qui est cool avec Ryan Holiday, c'est qu'il peut emprunter leurs concepts sans avoir à payer de royalties. Donc, voilà. Et donc, je lis plus ou moins tous les jours. J'ai une piscine et je vais nager 2 à 3 fois par jour, en fonction du temps et en fonction du flow de mon travail et les interviews et tout ça. Mais voilà, c'est du mouvement, c'est l'exercice et je trouve l'eau très rafraîchissante d'ailleurs. Ça va me reprogrammer un petit peu le cerveau. J'adore aussi le soleil, tu vois, c'est bon pour mon teint, c'est bon pour la vitamine D, tout ça. Dans les soirées, j'adore les films et j'ai toujours envie de trouver des films qui sont vraiment, vraiment bons. Très récemment, j'ai vu un documentaire qui est sur Netflix qui s'appelle La sagesse de la pieuvre. La sagesse de la pieuvre. C'est incroyable. C'était tellement bon que je l'ai vu 2 fois. D'affilée. Ouh là, je vais regarder ça ce soir. 2 fois d'affilée? Oui, oui, c'est hypnotique. La sagesse de la pieuvre sur Netflix. Tu sais, j'aime les bons cigares, donc j'aurai un bon cigare plus ou moins tous les jours. Habituellement, ce sera un cigare cubain que j'appelle la nourriture de la santé. Et c'est ma méditation, c'est ma gratitude, c'est mon temps de silence, c'est mon temps de relaxation. Je sais pas, c'est... Voilà, en général, c'est ça. Super, super. Ok, écoute, j'ai pas envie de prendre plus de temps. Je sais que tu es très occupé, donc en tout cas, je voulais vraiment te remercier d'être venu et d'avoir partagé ta sagesse et tes réponses inspirées avec nous. Et je ne te souhaite rien de moins que le meilleur. Où est-ce que tu veux que les gens te suivent? Peut-être que tu veux qu'ils aillent voir quelque chose en particulier? Écoute, merci beaucoup, mais tout d'abord, je voudrais te tirer mon chapeau parce que tu fais du travail très bon. J'adore la nature et le flow et le style de tes interviews. Tu es très relax, mais d'un autre côté, tu es très sage et perceptif et tu es curieux et articulé. Tu es suffisamment articulé pour aller vraiment formuler ces questions. Donc même moi, je suis impressionné. Tu as sorti des trucs de moi que je ne savais même pas que j'avais. C'est bon pour moi et c'est bon pour tous ceux que tu touches. Alors, en ce qui concerne ce que les gens peuvent faire maintenant, mon site principal serait vitalilifemastery.com. vitalilifemastery.com. Alors, je fais beaucoup de choses et je poste beaucoup sur Instagram. Tu vois, sur Instagram, c'est Dr. Joe Vitali. Donc, Dr. Joe Vitali. Sur Twitter, ça va être Mr. Fire. Et sur Facebook, je crois que c'est Dr. Joe Vitali encore. Dr. Joe Vitali. Donc, ok, réseaux sociaux, site, tout est dans la description, peu importe d'où tu regardes ou écoutes. Et donc, voilà, écoute, merci encore, c'était un plaisir. Et je ne te souhaite rien d'autre que le meilleur. Et à toi, et à ta compagne aussi, je lui envoie plein de bonnes vibes et d'énergie.
Envoie-lui un peu d'amour de ma part. Et puis voilà. Écoute, on se parle bientôt, avec un peu de chance. Dieu bénisse tous ceux qui écoutent et regardent. Merci.